Ouais, par contre, je vous demande de faire du silence parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de voix. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Non. Yeah! Parfait. Il y a des filles dans la salle. Alors, les trois grands thèmes, c'est identité, démocratie, localisme. Identité tout d'abord. Bah oui, on s'appelle le bloc identitaire. Et la raison profonde de la création du bloc identitaire en 2003, c'était la défense de l'identité, des cultures et des peuples d'Europe. C'est ça, la cause profonde, l'idée maîtresse qui nous dirige et qui a fait qu'on a décidé, militants associatifs, citoyens, de créer le bloc identitaire en 2003. Des associations, des partis politiques qui défendaient l'identité des peuples d'Amazonie, des peuples d'Afrique, de certains peuples d'Asie, il y en avait, oui. Des associations ou des partis politiques qui défendaient l'immense diversité des Européens, c'est-à-dire des cultures, des peuples d'Europe, il n'y en avait pas. Et c'est pour cette raison-là que nous, on a décidé de s'engager de manière cohérente pour la défense des identités sur la planète, mais également chez nous en Europe. Et aujourd'hui, on est les seuls à porter ce message. Je parle de notre identité, mais je devrais parler de nos identités, car elles sont multiples. Identité locale, identité provinciale, régionale, française, puis européenne. Nous sommes porteurs d'une identité multiple qui est aujourd'hui menacée par un phénomène que tout le monde connaît, qui s'appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est une uniformisation, cette espèce de phénomène, de dynamique qui voudrait uniformiser la planète, d'avoir un homo economicus présent sur toute notre planète, sur la Terre entière, avec les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes achats. Et pour le dire ainsi, finalement, ce serait d'avoir de Tokyo à Vancouver, en passant par l'Europe et l'Afrique, un être uniformisé qui baigne dans une sous-culture, une espèce de coca-culture planétaire. Jamais. Yes. Eh bien cela, c'est clair que nous le refusons. Nous le refusons parce que cette mondialisation, c'est une atteinte également à notre identité de nos Européens. C'est pas qu'une atteinte à l'identité des autres peuples sur la planète, à l'exception des peuples d'Europe, c'est une atteinte à l'identité des peuples européens. Et pour cela, nous devons refuser cette uniformisation mondiale, cette acculturation, cette déculturation qui nous touche. Et c'est la raison même de l'engagement du bloc identitaire. Wow. Une conséquence de cette mondialisation, elle est très claire, c'est l'imposition de valeurs identitaires étrangères chez nous. Car cette mondialisation a produit également du brassage. Des mouvements de population comme nous n'en avons jamais connus par le passé. Et aujourd'hui, des peuples qui, c'est très bien pour eux, et nous leur souhaitons de garder leur identité, ces peuples viennent chez nous, mais veulent nous imposer leur identité. Le phénomène dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est bien sûr l'imposition des valeurs de l'islam en Europe. On parle de l'islamisation. Nous, je vais être très clair là-dessus, en tant qu'identitaires, nous ne sommes pas en croisade contre l'islam, ce n'est pas une religion que nous combattons. C'est l'imposition des valeurs de cette religion étrangère chez nous que nous combattons. Bravo! Bravo! Face à ce phénomène d'islamisation, nous voyons deux comportements antagonistes mais extrémistes se dessiner. Premièrement, il y a les extrémistes qui sont arrogants, sont sûrs de leurs valeurs et pensent que les valeurs qu'ils incarnent doivent être imposées au reste du monde. Ce sont ceux qui veulent aller jusqu'à Kaboul, imposer les valeurs ou les sous-valeurs d'un Occident décadent. Ce sont ceux qui veulent aller occidentaliser l'Orient. Ça, nous n'en voulons pas, nous ne sommes pas de cela. Et de l'autre côté de l'échiquier, nous avons les extrémistes pour qui la défense de l'identité régionale, française, européenne, pour qui l'imposition des valeurs identitaires étrangères, pour qui l'islamisation c'est quelque chose de normal et qu'il faudrait laisser faire,
parce que finalement c'est un cycle naturel. Et si demain il y a 4 000, 40 000 ou 400 000 mosquées, si en 2050 nous sommes dans un pays à majorité musulmane, finalement c'est pas si grave, on peut rester bien tranquillement et laisser notre culture disparaître. Ben, ceux-là aussi, ceux qui ont ce comportement-là, ce sont des extrémistes. La normalité, la conception logique, respectueuse, c'est de se dire, ben, je ne veux pas aller embêter les gens chez eux, je les respecte chez eux, je vais être respecté chez moi. Nous ne voulons pas aller occidentaliser l'Orient, nous ne voulons pas que l'on vienne orientaliser l'Occident. Le deuxième point important, c'est la démocratie, démocratie directe. Nous souhaitons mettre en place en France le système de référendum d'initiative citoyenne tel qu'il peut exister en Suisse, tel qu'il existe dans la plupart des États des États-Unis, tel qu'il existe en Italie, tel qu'il existe en Allemagne. Finalement, en France, on serait un peu l'exception. On a un déni de démocratie dans notre pays, c'est clair. Nous avons une crise de la démocratie représentative. Il n'y a jamais eu de fracture aussi grande entre le peuple et les représentants du peuple, entre la population et ceux qui sont censés les représenter dans les assemblées parlementaires, que ce soit à Paris ou au Parlement européen. La démocratie directe, c'est un moyen de limiter cette fracture, de redonner du pouvoir au peuple, et puis de rappeler à ces messieurs qui votent des lois sans nous consulter, qui votent des lois qui seraient impopulaires, qui ne répondent pas à l'attente du peuple français, de leur rappeler que nous, on a maintenant, grâce à la démocratie directe, un petit bâton, on va pouvoir leur taper derrière les oreilles s'ils ne sont pas d'accord avec nous, s'ils font des choses qu'on refuse, on va pouvoir imposer nos idées, on va pouvoir imposer nos... Quand je dis nous, c'est pas nous le bloc identitaire, c'est la population qui décide de son avenir. Car c'est ça le point central aujourd'hui. On n'est plus maître de rien, on n'est plus maître de notre destin. Il a raison. Il y a une insécurité permanente quant à l'emploi. Est-ce que mon emploi va délocaliser ou pas? Il y a une insécurité par rapport à l'avenir. Est-ce que je peux décider de mon avenir? Tout ça, ça participe d'un même phénomène. La démocratie directe permet de redevenir maître de son destin. Et lorsque l'on dit, oui, en France, il y a beaucoup de dépressifs, etc. etc. Mais c'est parce qu'on a l'impression d'être impuissant face à tout ce qui se passe. Impuissant dans notre métier, impuissant dans notre avenir. Les gens qui se disent « Ah, chaque année 200 000 étrangers de plus arrivent en France », ils se disent que ça fait la taille d'une ville telle que Grenoble. Qu'en 10 ans, c'est 4 fois la ville de Lyon qui débarque en France. Ça leur fait peur. Ça les met mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir agir là-dessus. Par la démocratie directe, on va pouvoir agir parce qu'on va pouvoir proposer des référendums. Un référendum tel qu'il a été pratiqué en Suisse sur la construction de minarets. Un référendum, et là c'est un autre sujet mais également important, sur les OGM. Est-ce que vous avez conscience que tous là, nous mangeons des OGM en permanence? Que même lorsque nous achetons du bio dans les supermarchés, nous mangeons OGM parce que les députés ont voté une loi qui autorise les OGM, y compris dans l'alimentation biologique. Ah, ça sent. Ça, c'est inacceptable. On n'est plus maître de notre destin, on n'est plus maître de ce que l'on mange. Ça aura un impact sanitaire pour les générations à venir. Alors si notre pays va aller dans le mur, qu'il y aille. Mais si le peuple ne veut pas y aller, on n'a pas à devoir subir le diktat de quelques centaines de députés qui nous y emmènent en votant des lois que jamais nous n'aurions autorisées, que jamais nous n'aurions permis. Il a raison. Alors, le dernier point, c'est le localisme. Le localisme, c'est-à-dire la relocalisation, s'il vous plaît. La relocalisation des activités économiques et humaines. Le principe, il est simple, nous souhaitons maintenir le tissu économique dans nos régions. Nous souhaitons pouvoir privilégier l'emploi local, l'entreprise locale face au tout global. Aujourd'hui, on a une inversion totale de logique. On fait produire ailleurs ce qui pourrait être produit localement. On utilise des transports qui sont coûteux, qui sont polluants, alors qu'on pourrait localement se débrouiller. Finalement, le localisme, c'est permettre une relocalisation de l'économie et des hommes. Pour faire cela, nous avons une mesure phare qui est la détaxation de la proximité. Le principe, il est très simple. L'État, mais tout le monde peut le comprendre. L'idée, c'est de peu taxer ou de pas taxer ce qui va être produit et consommé localement, et de surtaxer ce qui va être produit d'un côté de la planète et qui sera consommé de l'autre. Alors, pour donner un exemple très simple, ça veut dire que les brocolis que vous mangez ce soir, ils coûteront moins cher s'ils proviennent de la région parisienne que s'ils proviennent de Chine ou d'Amérique du Sud. Si vous devez manger un steak, le steak qui proviendra de Côte d'Or
ou d'Auvergne, il y a de très bons salaires, coûtera moins cher parce qu'il sera moins taxé que celle qui proviendra de Nouvelle-Zélande. Progressivement, on souhaite revenir à une notion locale qui a un intérêt également, c'est que quand on consomme local, on consomme de saison. Donc c'est une alimentation saine, c'est une alimentation qui permet aux petites entreprises qui font vivre notre économie, car ce sont les petites entreprises qui payent les impôts en France, pas les grosses entreprises. Les grosses entreprises, elles produisent d'un côté, elles revendent de l'autre et elles délocalisent le bénéfice dans un paradis fiscal. Donc ceux qui font vivre aujourd'hui notre pays, ce sont les TPE, les PME. Et c'est eux que nous devons encourager par cette mesure de taxation de la proximité. Alors certes, ça ne va pas faire plaisir à la finance internationale, ceux qui spéculent sur l'import-export, mais eux, ça ne représente rien. Nous, ce que nous voulons, c'est permettre aux consommateurs de manger plus sain, de manger plus équilibré, de manger local, tout en permettant à nos entreprises de vivre, de se développer et d'exister face à ce tout global. Bravo! Bien sûr, cette notion de localisme, elle s'inscrit à une échelle européenne qui est la seule échelle pertinente pour parler de localisme, car il nous faut avoir un marché européen pour nos entreprises qui exportent et également retrouver une certaine cohérence aux frontières. Il ne s'agit pas de se retrancher chez soi, de faire un protectionnisme étriqué qui appartient au passé. Et pour cela, nous avons besoin d'une Europe politique, une Europe qui s'affirme, une Europe qui a des objectifs clairs, c'est de défendre l'Europe et l'intérêt des Européens. Je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est intéressant, je vais le paraphraser encore une fois. Aujourd'hui, face à cette mondialisation, je crois qu'on ne doit pas retomber dans des réflexes étatiques, des réflexes du passé, d'État-nation. Bainville disait, Charlemagne a fait l'erreur de vouloir refaire l'Empire au moment où les nations se dessinaient. Ne faisons pas l'erreur de revenir à l'État-nation stricto sensu, alors que se dessinent les civilisations et que nous voyons apparaître de l'Amérique du Sud jusqu'à la Chine, en passant par l'Inde et le monde arabe, des grandes civilisations identitaires, profondes, qui ont une culture plurimillénaire, qui s'affirment et qui s'imposent petit à petit sur la scène internationale. Nous avons une culture plurimillénaire, c'est l'Europe, et c'est cette Europe-là qui doit nous protéger. Je vais terminer, je crois. Aujourd'hui, nous avons le choix qu'entre deux possibilités. C'est celui de la liberté ou celui de la servitude. Servitude à un système, servitude à une politique, servitude, une servitude qui peut être morale, une servitude religieuse. Et de tout temps, les hommes libres et les Européens ont fait le choix de la liberté. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des hommes libres. C'est pour notre liberté que nous luttons. C'est en hommes libres que nous continuerons à lutter demain. Je vous remercie. Merci Arnaud.